Salam alaikum. Merci Siham pour cette belle présentation. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui de la Glargine U300. Et c'est avec une grande émotion que notre amicale organise les premières journées en présentiel, et ceci après quand même une longue durée de vie en virtuel. C'est avec une grande émotion que je me retrouve ici. C'est avec un grand plaisir qu'on a pris la route pour venir, pour se voir et pour se réunir. Je remercie également le laboratoire Sanofi de m'avoir invité pour vous parler, en partant de la théorie à la pratique, qu'en est-il de la Glargine 300 actuellement en 2021. On commence par la pratique. Donc, on le sent parfaitement que dans nos consultations chez nos patients, qu'il y a une faible proportion de patients diabétiques qui vont atteindre malheureusement l'objectif glycémique. Et c'est le constat que vous voyez sur ces diapos. C'est un constat qui est international. Et au Maroc, on a aussi des résultats nationaux, puisque dans l'étude IDMPS, dans SAVAC 5, vous vous rappelez bien, parce que plusieurs confrères endocrinologues ont y participé, on a eu uniquement 27% de nos patients diabétiques qui avaient une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Le taux d'insulinisation, quand on le voit, regardez, au Maroc, il est à 37%, à 35%, et qui est très peu, malheureusement, par rapport aux pays du voisinage et aussi par rapport aux d'autres pays dans l'Afrique. Alors, on va dire, ce taux d'insulinisation va être responsable d'un fardeau glycémique. Ce fardeau glycémique n'est que la différence entre l'hémoglobine glyquée qui est en bas en bleu, qui est optimale, qu'on souhaite avoir pour nos patients, avec l'hémoglobine glyquée que va vous présenter votre patient qui est au noir. Et cette différence, ce fardeau glycémique, c'est sur ce fardeau qui va représenter le lit sur lequel va se greffer les complications micro- ou macroangiopathiques. Alors, on veut savoir pourquoi on n'arrive pas tellement à équilibrer tout nos patients diabétiques. On peut trouver plusieurs données pour expliquer ça. Comme on a vu, le retard d'instauration de l'insuline. Parfois, il est instauré, on le constate, mais il n'est pas assez titré chez nos patients. Certains patients présentent vraiment une très grande variabilité glycémique. On a aussi l'hypoglycémie, quand elle est là, ça fait très peur aux patients et son entourage. Et puis, tous ces facteurs vont influencer l'adhésion, c'est-à-dire l'observance thérapeutique. Et je vous rappelle juste ici, regardez en bas, que l'oubli de 2 insulines basales par semaine chez un patient diabétique va faire grimper cette hémoglobine glyquée de plus de 0,2 à 0,3%. Donc, c'est des facteurs, comme m'a dit tout à l'heure professeur Shraibi, pour l'obésité, pour le diabète, c'est très hétérogène, et qu'il faudrait prendre chaque facteur à part pour pouvoir obtenir un taux d'hémoglobine glyquée correct. La titre-100, comme on a dit, plus on titre mieux, plus l'hémoglobine glyquée est meilleure. Et les hypoglycémies, c'est vrai, ça a un impact psychologique pour le patient, ça va altérer sa qualité de vie, et n'oublions pas aussi le coût économique extraordinaire que va avoir sur nos hôpitaux et nos structures hospitalières. Alors, nous avons fêté cette année les centenaires de l'insulinothérapie. Pourquoi ? Parce que l'insuline a connu beaucoup de progrès depuis 1922, où elle a été découverte. Dans les années 46, on a eu la MPH. Dans les années 70, la première insuline recombinante humaine. Dans les années 90, la première insuline analogue rapide, et l'analogue lent dans les années 2000. Et puis par la suite, le progrès, bien sûr, a continué, puisqu'on nous a ramené des nouvelles, on va dire des nouvelles analogues deuxième génération, qui sont représentées, les deux sont, alhamdoulilah, commercialisées au Maroc. On a la Glargine U300 et la Degludec, qui sont toutes les deux présentes, comme on a dit, au Maroc. Alors, que vont nous rapporter ces nouvelles classes thérapeutiques? C'est à partir des données pharmacocinétiques qu'on va trouver le bénéfice en matière de clinique. Et le plus grand bénéfice, c'est le volume injecté. Regardez ici, quand on injecte la même dose en unité en lentus, regardez par rapport à la U300, on a une réduction de 2/3 quand même du volume injecté. Et vous vous rappelez bien, quand on baisse le volume injecté, vous diminuez la douleur de l'injection chez ce patient diabétique. En effet, regardez ici en haut à gauche, lorsqu'on injecte en sous-cutané de l'insuline
l'insuline glargine U100, une fois qu'elle est au contact du pH sous-cutané, elle va précipiter, bien sûr, elle va former un dépôt sous-cutané. La dose précipitée va être alors graduellement libérée dans la circulation. En haut à droite, regardez, pour la même dose d'insuline, la glargine 300 a donné un volume beaucoup plus réduit, réduit de 2/3. Le dépôt en sous-cutané est donc il est plus petit, avec une surface d'absorption avec le tissu sous-cutané à côté qui va être beaucoup plus réduite de moitié, permettant ainsi d'avoir une libération et une absorption plus prolongée. Donc ça, c'est des données pharmacocinétiques qu'on connaît parfaitement maintenant. Un autre paramètre, c'est que à partir de ça, on sait que donc le contact au niveau tissu sous-cutané va être plus lent. Et donc, il y aura l'effet des insulinases. Les insulinases, c'est des enzymes qui vont dégrader l'insuline en sous-cutané. Et donc, il y aura un métabolisme in situ qui va être plus important. Et ceci va expliquer le fait que vous devriez augmenter parfois votre dose d'insuline U300 chez vos patients pour pour avoir un meilleur équilibre glycémique. Sur le plan pharmacocinétique, comme vous voyez ici, on aura une concentration avec la U300 qui va être beaucoup plus constante, mais la chose la plus importante et qui va nous ramener cette nouvelle molécule, c'est qu'elle va être prolongée. Elle dépasse les 24 heures et elle reste encore détectable au-delà de 36 heures. Et je pense que c'est un des grands points forts de cette molécule, et ça, ce qui nous manquait quand on prenait en charge nos patients diabétiques avec l'insuline Détémir ou avec l'insuline U100. Ce profil pharmacocinétique plat, plus prolongé, donc, va donner encore plus, il va donner une meilleure flexibilité, puisqu'on ne va pas être très exigeant par rapport à l'horaire d'injection. Regardez, on a une flexibilité qui peut aller jusqu'à 3 heures. Avec la Lantus, on était très exigeant, on leur disait 21h c'est 21h, 20h c'est 20h, mais on sait qu'avec les nouvelles analogues lents, on peut être plus soft, et donc les patients vont avoir une meilleure flexibilité. Alors en pratique, est-ce qu'on le dit? Moi, dans ma pratique, je ne le dis pas, franchement, à mes patients diabétiques, parce que quand on leur dit ça, ça va être plus que 3 heures de flexibilité. Mais au fond de nous, on va être réconforté. On va dire, c'est pas grave, s'ils s'injectent dans 1 heure, on leur dit, c'est pas grave. Si une fois que vous vous rappelez de votre injection, injectez-vous et rattrapez-vous. Mais on ne leur dit jamais que vous avez quand même un intervalle de 3 heures, sinon ils vont s'injecter le lendemain matin. Alors, ce profil plus stable que nous rapporte l'insuline U300 va améliorer également la variabilité. Regardez ici, on a une variabilité qui est beaucoup moindre avec l'insuline U300 quand on la compare avec l'ancienne l'insuline U100. Alors, après ces données pharmacocinétiques, qu'en est-il de l'efficacité chez les diabétiques de type 1, de type 2? Alors, tout d'abord, chez nos patients diabétiques de type 1, et dans ce très beau papier qui a comparé l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques de type 1, aussi bien ceux traités par la glargine 300 et ceux traités par la glargine 100, et encore plus en injection le matin et en injection le soir. Donc on voulait savoir est-ce qu'on pouvait changer l'horaire d'injection carrément. Et bien sûr, ce sont des patients traités en schéma basal-bolus. Alors regardez ici, on insuline glargine 300, ceux traités le matin, ceux traités le soir, et également on insuline Lantus, ceux traités le matin et ceux traités le soir. Très important de noter que dans ce papier, tous les patients ont bénéficié d'un enregistrement continu de la glycémie, et c'est ça qui a permis de nous donner les résultats suivants. Alors, la première question, qu'en est-il de l'équilibre glycémique? On le savait déjà, l'équilibre glycémique est comparable entre la Lantus et la Toujeo. Mais le grand bénéfice, ce n'est pas dans l'équilibre glycémique immédiat, mais plutôt dans le profil sur les 24 heures, parce qu'on retrouve que pour la glargine, ici 300, que vous voyez ici avec des rangs vides, vous allez avoir un profil qui est beaucoup plus souple, avec moins de différence dans le niveau glycémique durant les 24 heures, quand on le compare avec l'autre groupe traité par Lantus. Et puis la question injection le matin ou injection le soir, il n'y avait pas de photo. Regardez ici en bas à gauche, vous voyez bien que les profils glycémiques chez les patients traités par insuline glargine 300, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, étaient pratiquement superposables. Chose qu'on ne voit pas du tout à gauche, à droite, chez les patients traités par Lantus, et chose qu'on constatait déjà dans notre pratique quotidienne il y a plusieurs années auparavant. Alors maintenant, de façon pratique,
chez nos patients diabétiques de type 1, on a tous utilisé cette nouvelle insuline. Donc, je vous rapporte ici le cas d'une première patiente âgée de 23 ans qui a un diabète de type 1 auto-immun depuis l'âge de 10 ans, pas de complications dégénératives. Et là, elle était quand même en surpoids puisqu'elle avait quand même un BMI à 27 kg par mètre carré. Et puis, quand on fait notre première enquête sur les causes de déséquilibre, on en trouve plein. Quand vous en trouvez chez tous les patients diabétiques de type 1, elle faisait tellement d'erreurs diététiques. Elle avait des injections sans prise de repas, avec des sauts de repas, avec une non-adaptation de l'insuline rapide. Et puis, elle était bourrée de lipodystrophie. On a récupéré le profil d'hémoglobine glyquée durant plusieurs années auparavant. Et regardez, elle traînait autour de 12% d'hémoglobine glyquée pendant plusieurs années. Alors, on a décidé de l'enregistrer, on l'a enregistré et regardez la grande variabilité glycémique que présente cette patiente entre les différents jours de la semaine. Alors, elle a bénéficié d'une hospitalisation, on lui a donné toutes les séances d'éducation thérapeutique avec un protocole d'adaptation des doses pour pouvoir la faire coucher le soir avec une bonne glycémie au coucher qui était de 1,42 g. Le matin, elle se réveille toujours avec 2,30 g. On a décidé quand même de faire une épreuve de jeûne parce qu'elle a bénéficié d'une insulinthérapie fonctionnelle. Et regardez ici, la preuve de jeûne était faite sous Lantus. Regardez, à partir de 17 heures, elle grimpe de 1 gramme, elle passe à 2 grammes et elle passe toute sa nuit en 2 grammes. Donc, sa lentus était très courte et elle se terminait très tôt dans l'après-midi. Et ça, on le savait, il y avait beaucoup de patients. On a même des patients dont la lentus se termine à 13 heures, à 14 heures. Donc, on avait une durée d'insuline qui était très courte chez nos patients et ils n'étaient pas assez couverts en insuline basale. Et on était amené à augmenter nos doses d'insuline rapide pour corriger ce manque d'insuline basale. Alors, elle a été mise sous Toujeo et regardez le profil glycémique en se couchant avec une parfaite glycémie au coucher. Regardez, le matin, elle surveillait beaucoup mieux et on a constaté ça même à long terme. Regardez, 6 mois d'évolution sous l'insuline Toujeo, son hémoglobine glyquée a largement baissé puisqu'elle a passé à 7,4 puis à 7,6 et elle faisait beaucoup moins d'hypoglycémie, elle avait des glycémies dans l'objectif à jeun et postprandial et elle s'injectait beaucoup moins de rapide. Et c'était ça le constat qu'on a eu en pratique quand on utilise l'insuline Glargine 300, c'est que au bout de 6 heures, au bout de 6 mois, vous constatez que l'insuline le matin, de l'insuline rapide, va être moindre que ce que s'injectaient les patients auparavant. Et c'est un constat qui se voit au fil du temps après utilisation. Et puisqu'elle s'injecte moins de rapide, on a eu une baisse de poids. Je vous rappelle tout à l'heure, elle pesait 77 kg. Maintenant, elle pèse 72 kg avec une baisse de BMI qui est passée maintenant à 25 kg par mètre carré. Donc, bien sûr, on verra aussi dans le deuxième cas clinique, quand on instaure une insulinthérapie basale, c'est toujours, il faut corriger, ce n'est pas le fait de ramener une nouvelle molécule qui va corriger, ce n'est pas le traitement miracle qui va corriger nos problèmes de patients diabétiques de type 1, mais s'il n'y a pas d'éducation thérapeutique et une prise en charge psychologique associée à ces patients-là, on ne peut pas avoir le bénéfice complet de ces nouvelles molécules. Alors, un deuxième cas clinique chez une patiente de type 1, c'est une patiente âgée de 20 ans, diabétique type 1 depuis 2 ans, qui a une lentus qui est traitée par lentus 26 unités le soir avec une insuline rapide. Et quand on l'a hospitalisée, on s'est rendu compte qu'elle faisait beaucoup d'hypoglycémie. Regardez ici à droite son freestyle, parce qu'elle avait un freestyle. Quand on a récupéré les données de son freestyle, quand on voit le temps passé dans la cible, il n'est que de 41%. Et puis le temps passé en dessous de la cible, il était de 21%. Ça veut dire qu'elle faisait tellement d'hypoglycémie. Et on voyait ça dans les glycémies qu'on a fait au cours de l'hospitalisation. Elle faisait tellement d'hypoglycémie, essentiellement pendant la nuit, et également on avait un taux d'hémoglobine glyquée qui était à 7,2%. Donc c'est une hémoglobine glyquée qui peut paraître correcte pour quelqu'un qui n'est pas endocrinologue, mais il se faisait aux dépens d'hypoglycémie et c'est ça qui a baissé son hémoglobine glyquée. Alors, cliniquement, elle était en IMC à 31 kg par mètre carré. Et bien sûr, comme tous nos patients diabétiques de type 1, il suffit juste qu'on jette un coup d'œil sur les ondes d'injection. Ils sont bourrés de lipodystrophie, même si on leur dit changer les sites d'injection. Il faut rappeler à chaque consultation pour pouvoir y arriver. Donc, on a décidé de l'hospitaliser, de bien sûr
toutes les séances d'éducation thérapeutique, il fallait reprendre le tout à zéro et instaurer la TOUGEO. On a démarré à 32 unités le soir. Alors, au bout de 6 mois, regardez, il y a une disparition des lipodystrophies, il y a une réduction de la fréquence des hypoglycémies, un profil glycémique qui était beaucoup plus stable dans la journée. Et quand on voit son freestyle, il y a une nette amélioration. Regardez, le temps passé dans la cible, maintenant, il est passé à 62%, ça veut dire qu'il est beaucoup mieux équilibré. Et en dessous de la cible, c'est-à-dire les hypoglycémies, elle est à moins de 10%, puisque notre patiente elle a un taux qui est uniquement de 8%. Bien sûr, au fil des mois, comme la première patiente, on a constaté une baisse de l'insuline rapide injectée, surtout le matin et injectée le soir. Parce que le matin, elle se réveillait avant très élevée, donc elle s'injectait beaucoup de rapide. Et le soir, elle avait sa lentus qui était très courte, donc elle était obligée de corriger le manque en insuline basale par beaucoup d'insuline rapide. Et le fait de baisser cette insuline rapide va vous donner une perte de poids pour nous qui était très très satisfaisante puisqu'il a perdu 3 kilos en 6 mois. À ce jour, il est en TOUGEO 26, l'insuline rapide selon un protocole d'adaptation des doses, avec une hémoglobine glyquée actuelle qui est à 6,8, une nette amélioration, surtout de leur qualité de vie. Alors, si on veut récapituler cette première partie pratique chez nos patients diabétiques de type 1, je pense que si le grand atout la grande place de ces nouvelles analogues, nouvelle génération d'insuline analogue, c'est essentiellement chez les patients diabétiques de type 1. Pourquoi? Parce qu'ils vont ramener beaucoup de choses, ils vont résoudre beaucoup de problèmes qu'on a avec ces patients diabétiques de type 1. Ces nouvelles analogues, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Une meilleure variabilité glycémique. Je n'ai pas dit qu'ils vont annuler la variabilité glycémique, ils vont l'améliorer. On ne sera jamais une variabilité zéro. On en aura moins d'hypoglycémie, essentiellement les hypoglycémies nocturnes, et parfois il faut les enregistrer pour s'en rendre compte. Vraiment, parfois on fait des cycles toutes les 2 heures la nuit pour se rendre compte qu'entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, la patiente nous a fait une hypoglycémie. Alors quand on fait le cycle habituel minuit, 4 heures du matin, on passe à côté de l'hypoglycémie et à 4 heures du matin, elle est en hyper et on va se dire c'est un manque d'insuline basale et on va la bourrer d'insuline basale, ce qui va l'enfoncer encore plus dans l'hypoglycémie. Donc parfois chez ces patients diabétiques de type 1, on doit se faire aider par des enregistrements ou carrément quand on n'en a pas, au moins faire un cycle rapproché, et bien sûr un cycle rapproché va être en milieu hospitalier. Les fortes doses d'insuline chez les patients type 1 qui s'injectent beaucoup d'insuline basale de fortes doses, le volume d'injection ne va pas être le même, puisque avec ces nouvelles insulines, on aura moins de volume et donc moins de douleur au moment de l'injection. Le schéma va être plus simplifié parce que la majorité des endocrinologues parfois prescrivent 2 Lantus ou 2 Détémir pour pouvoir pallier au manque ou la courte vie de ces insulines analogues. Alors qu'avec l'insuline glargine, on sait qu'on va dépasser largement les 24 heures de couverture d'insulinothérapie basale. Ils vont donner plus de flexibilité par rapport aux erreurs d'injection, même si on ne leur dit pas en réalité. Et des mois et des mois après, vous allez remarquer qu'il y aura une réduction du besoin en insuline rapide qui va impacter le poids chez ces patients-là. Et bien sûr, quand on instaure ces insulines, il faudrait bien les titrer. Vous pouvez même les titrer en 1 unité. Ça aura un impact. Ce n'est pas comme la Lantus, on titre assez rapidement par 2 unités. Avec la TOUGEO, je pense que parfois, plus on s'approche, plus il faut titrer en 1 unité pour pouvoir tomber sur la bonne dose exacte chez nos patients. Donc ça, c'était par rapport aux diabétiques de type 1. Qu'en est-il par rapport aux diabétiques de type 2? Donc d'abord, la théorie. Dans la théorie, le laboratoire, ils ont fait de grandes études randomisées, bien contrôlées. C'est le programme édition mené chez les diabétiques de type 2. C'est un programme dont l'objectif était de prouver l'efficacité par rapport à la glargine U100. Alors, qu'en est-il? D'abord, par rapport à l'hémoglobine glyquée. C'est génial, la même efficacité sur l'hémoglobine 1C entre les 2 insulines. Par rapport à l'hypoglycémie, c'est là où il y a la grande différence, parce qu'on a remarqué avec ces nouvelles insulines qu'on aura regardé ici à n'importe quel moment de la journée, en trait rouge, vous voyez qu'il y a une baisse de l'hypoglycémie, et encore plus pendant la nuit, et c'est ça qui effraie nos patients, c'est l'hypoglycémie nocturne. Regardez en rouge, vous voyez une réduction qui est très, très, très statistiquement significative par rapport à la U100.
La différence également en gain de poids et qui était également statistiquement significatif. Alors, un cas du service d'un diabétique de type 2 à l'âge de 65 ans, c'est un diabétique diagnostiqué depuis 15 ans. Quand on l'a reçu, il est sous basal bolus, Lantus 16, analogue rapide, metformine 2 grammes par jour. Il n'avait pas de complications dégénératives au moment où on l'a vu, une hémoglobine glyquée qui était à 8,5. Ce patient présentait quand même des hypoglycémies nocturnes avec des hyperglycémies matinales, chose qu'on connaît, mais il fallait mettre en évidence ces hypoglycémies nocturnes et le patient accusait la variabilité glycémique, une grande variabilité. Ils vous le disent, pour le même repas, pour la même activité, pour la même dose injectée, je ne comprends pas pourquoi, madame, s'il vous plaît, aujourd'hui, je traîne avec les 3 grammes, hier, j'étais avec 1 gramme et demain, je suis avec 2 grammes. Et ça les frustre pour les patients qui ont... Pour les bons patients qui sont observants, ils veulent obtenir un équilibre glycémique, ils sont frustrés et en réalité, nous aussi, on est frustrés parce qu'on n'a pas tellement d'explications parfois à leur donner. Et on l'a enregistré, regardez, ça a été confirmé, l'enregistrement, il y avait une grande variabilité d'un jour à un autre malgré le schéma basal bolus. Hospitalisé, bien sûr, refaire toute l'éducation thérapeutique, tout GEO à 18, et ça a permis d'avoir une meilleure stabilité, moins d'hypoglycémie nocturne et une hémoglobine glyquée correcte pour nous qui était à 7% initialement. Alors, juste un mot par rapport à l'étude Bright, parce qu'on a quand même les 2 molécules disponibles au Maroc et on ne peut pas s'empêcher franchement de le dire, de ne pas comparer les 2 classes thérapeutiques. Ce n'est pas pour privilégier une à une autre, mais on a envie de savoir quand même, on est des scientifiques et on a envie de savoir toutes les molécules sont magnifiques, tous les laboratoires sont magnifiques. On n'est pas ici pour faire plaisir au laboratoire, mais quand même, on a une curiosité scientifique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter l'étude Bright, où on a 2 groupes qui étaient similaires, un groupe traité par la U100 et la U300, puis un autre groupe traité par la Degludec. Il n'y a pas photo, on va dire la même efficacité en matière d'hémoglobine glyquée et c'était l'objectif principal de cette étude. Alors quand ils ont revu l'hypoglycémie, pareil, la même chose, les 2 molécules donnaient moins d'hypoglycémie et c'était de façon comparable. Alors, la seule chose qui est ressortie dans ce papier-là, alors qu'il a critiqué, mais bon, c'est une donnée qui est quand même là, c'est que pendant la période de titration, il a été remarqué que l'incidence d'hypoglycémie nocturne confirmée était beaucoup plus fréquente avec l'insuline Degludec qu'avec l'insuline U300. On se posait la question donc, qu'en est-il de la dose d'insuline? Il n'y avait pas tellement de différence puisque la différence, oui, la Toujeo avait plus, et la différence était de 0,04 unités par kilo par jour, et pour le poids, ils étaient comparables. Donc on était contents. Nos analogues commercialisés au Maroc font la même chose. Ils vont nous aider à répondre à un certain nombre de besoins non satisfaits chez nos patients diabétiques de type 1 et de type 2. Ils vont nous offrir pour certains un meilleur équilibre glycémique et un moindre risque, un moindre risque d'hypoglycémie. Et puis, puisqu'on doit parler de la pratique, on a mis nos cas du service, mais aussi il y a le programme Deliver. C'est quoi ce programme Deliver? Ils sont partis dans des dossiers médicaux. Donc, c'est des études rétrospectives, observationnelles. Ils sont partis dans des programmes, dans des dossiers médicaux de patients dans différents hôpitaux aux États-Unis et ils ont comparé les données avant l'instauration de la U300 et après l'instauration de la U300. Donc, ce n'est pas un truc randomisé, ce n'est pas un truc contrôlé, on n'est pas derrière. C'est vraiment, ça reflète la réalité. Est-ce que les données de le programme édition étaient confirmées? La réponse est oui, puisqu'on a eu une baisse de l'hypoglycémie, et ça, c'est un élément très, très important pour nous en pratique. Et puis, ça permet également d'améliorer l'équilibre glycémique. Donc, vraiment, c'est un programme qui peut refléter la pratique des endocrinologues. Ils sont partis récupérer les données des dossiers médicaux, bien sûr en prenant l'accord des endocrinologues et l'accord des patients. Alors, quand on se pose la question, quand on a pris les données, ils se sont posé la question, ces endocrinos ont utilisé cette U300 chez qui? Et ils ont trouvé qu'il y avait une tendance à utiliser cette nouvelle insuline chez les patients plus jeunes, chez les patients qui avaient des hémoglobines glyquées beaucoup plus élevées et chez les patients qui avaient des IMC élevés. Donc, en général, on est dans le même raisonnement. C'est des patients qui nous posent réellement de grands problèmes de prise en charge thérapeutique. Alors, pour conclure, l'équilibre glycémique est quasi équivalent entre
la U100, la Lantus, et les nouvelles insulines analogues lentes commercialisées au Maroc. Que sûrement on aura un taux abaissé d'hypoglycémie, essentiellement d'hypoglycémie nocturne, qui aura un moindre volume d'injection, et quand on dit moindre volume d'injection, moindre douleur au moment de l'injection, que les avantages qu'on connaît de cette classe thérapeutique auront un impact en pratique, puisqu'ils vont donner un profil plus plat, plus lent, et avec une variabilité intra- et interindividuelle qui est moindre. Je rappelle ici, ce n'est pas la molécule miracle, on ne va pas changer la vie de nos patients en passant de 1 à 100, mais on va améliorer au moins pour certains qui ont un besoin d'insuline basale beaucoup plus lent, et dont la Lantus par exemple et la Détémir est très très courte pour eux, et chez qui on a posé l'indication quand même pendant des années à instaurer une pompe. Et parce que quand on a le profil d'insulinothérapie basale très court, la meilleure solution à l'étranger, c'est la pompe. Et pour les patients chez qui on n'arrive pas à mettre une pompe, je pense que ces insulines peuvent améliorer au moins le vécu de nos patients diabétiques de type 1. La traduction clinique pour nous, ça va être une large réduction du risque d'hypoglycémie, une meilleure flexibilité d'horaire d'injection qui aura un meilleur impact sur la qualité de vie. Le besoin en insuline basale, effectivement, pourrait être, en fonction de chaque malade, plus élevé par rapport aux besoins anciens de la Lantus, mais il faut titrer. Il n'y a pas de règle. Parfois, on nous dit augmenter d'emblée. Ça dépend du profil glycémique de chaque patient. Parfois, on part de la même dose de Lantus, si c'est un patient qui fait beaucoup d'hypoglycémie. Parfois, on dit c'est tellement des hyper, allez-y, on va augmenter d'emblée la dose. Donc, c'est à vous de voir la bonne dose. Et puis, quelle que soit la dose que vous allez mettre, on ne s'inquiète pas parce qu'elle va être titrée. Elle va être titrée sur plusieurs jours après le début, et on va tomber sûrement sur la bonne dose qu'il faut pour ce patient-là. Qu'à ce jour-là, en 2021, elle peut être utilisée chez les personnes âgées, elle peut être utilisée chez les patients en insuffisance rénale, elle peut être utilisée chez les enfants à ce jour à partir de l'âge de 6 ans. On espère que le laboratoire puisse avoir une réduction de l'AMM pour des enfants beaucoup plus jeunes, chez qui on peut mettre de l'insuline glargine 300, parce que parfois on leur donne 2 U100. Parfois, on a des enfants dont l'insuline, ce n'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils ont une insulinothérapie basale qui est courte. Donc, probablement, chez ces patients-là, l'insuline également U300 peut donner un grand bénéfice. Et puis, pour conclure et dire, il n'y a pas une molécule miracle, il n'y a pas un médicament miracle, il n'y a pas une technologie miracle. C'est une pathologie chronique, c'est une pathologie qui est difficile, et je le dis toujours, nos consultations, ce n'est pas des consultations cadeaux. Quand on a un diabétique, parfois on est obligé de rester 30 minutes, 45 minutes, parce qu'il y a tellement de problèmes. Et je pense que ces consultations méritent d'être rémunérées mieux, et aussi réclamées. Tout à l'heure, on a dit que l'obésité n'est pas incriminée dans la prise en charge des patients, n'est pas reconnue comme maladie chronique, mais aussi l'éducation thérapeutique n'est pas reconnue. Et on est frustré au CHU d'hospitaliser ces patients, de faire tellement d'ateliers, on travaille tellement pendant des heures, plusieurs groupes qui se relaient, et finalement, à la sortie, quand on veut facturer, on ne peut pas facturer l'éducation thérapeutique. On facture uniquement l'hospitalisation et les médicaments. Donc c'est vraiment très frustrant également pour les endocrinologues. Ils se donnent tellement de temps alors que c'est quelque chose qui n'est pas finalement facturé. Et aussi, nos amis en secteur privé, s'ils se donnent beaucoup plus, finalement, ce n'est pas facturé. Donc voilà, ça ouvre la question à tout. Et ça pour résumer que notre travail est très complexe, et qu'il faudrait commencer à défendre cette éducation thérapeutique qui, à mon sens, ne peut être faite que par un endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre attention.